Bien, dans cette communication, je vais revenir sur la période des années 50 et 60, enfin plutôt 50, vous verrez, période où se mettent en place les variétés à la télévision. Une période qui est marquée par différents débats, où les variétés apparaissent comme l'un des modes privilégiés pour saisir certaines tensions qui caractérisent le domaine du spectacle, qu'il s'agisse de la scène ou des médias audiovisuels. Ces débats s'expriment notamment dans deux émissions, à la fin des années 60, deux éditions de l'émission autoréférentielle Micros et Caméras. Et on vient de... ça fait une transition. L'une de ces émissions évoque, les multiples formes et styles expérimentés depuis ses débuts par les variétés, qui représentent, je cite, un domaine où les exigences artistiques posent des problèmes constants à la technique et à la réalisation. Les variétés sont définies comme, je cite encore, composées de chansons, de sketchs, de danses, de numéros de music-hall, qui sont soit reliés entre elles par l'enchaînement d'un présentateur, soit isolées les unes des autres, sans apparence de continuité. Fin de citation. Ce qui surgit ici, c'est tout le lexique caractéristique des formes composites, fondées sur une succession d'attractions, plus ou moins bien intégrées à une structure linéaire, en fonction de degrés et de justifications diverses. Ces enjeux sont tout à fait traditionnels dans les arts du spectacle et ils ont été notamment, je dirais, mis à l'honneur, développés à la fin du XIXe siècle, en phase avec un contexte, je dirais, de rationalisation, de marchandisation et de catégorisation du monde du spectacle. C'est à cette époque que s'impose le music-hall, comme on l'appelle en France et en Grande-Bretagne, que l'on désigne aux États-Unis comme le vaudeville, et en Italie et en Allemagne comme les variétés. On parle aussi de théâtre de variété en France, ça a été dit très bien dans la première communication, mais grosso modo, ça correspond à peu près à ces étiquettes-là. Le fait que le terme music hall soit employé encore à la fin des années 60 montre combien il a joué un rôle important dans les milieux dédiés au divertissement, non seulement par le fait qu'il reste alors encore largement prisé, du moins dans un certain imaginaire parisien, mais surtout par le rôle structurant qu'il a pu jouer en tant que dispositif, en tant que modèle pour penser l'articulation de différents numéros au sein d'un même programme. Et c'est notamment ce qu'affirme dans une autre émission de Micros et Caméras, l'une des principales conceptrices de variétés télévisuelles à la fin des années 60, Mariety Carpentier. Elle estime en effet que, je cite, « les variétés n'ont pas d'histoire, n'ont même pas forcément un thème. Ce sont des enchaînements qui sont agréables, qui ont une vague logique, qui s'imbriquent habilement. » Une fois encore, la question de l'agencement est centrale. Mais elle n'est pas la seule dimension fondamentale du spectacle vivant que pointe Mariety Carpentier, qui identifie aussi, je cite, un véritable changement dans le tempo des variétés télévisées. C'est désormais à une allure vertigineuse, avec punch, rythme et impact, que se succéderaient, d'après elle, les numéros, en contraste avec les programmes qu'elle appelle plus bavards, de la période antérieure. Des programmes incluant plus de sketchs comiques et soucieux d'expliquer, dit-elle, verbalement les enchaînements de chansons. Alors, nul doute, dans cette description, nul doute que Mariety Carpentier pense à l'un de ses plus illustres prédécesseurs, Jean Nohain. C'est le point de départ de toute réflexion, finalement, on s'en rend compte. Cette référence nous fait remonter au milieu de la décennie précédente, dans les années 50, au moment où se sont mises en place les principales émissions de variété, pour la plupart dans le sillage du modèle radiophonique, dont Jean Nohain est le parangon évident avec son émission 36 chandelles, qui a duré de 52 à 58. L'importance de cette émission a été reconnue immédiatement, comme le fait cet article que vous voyez, qui met en valeur le miracle que représenterait la mise sur pied de 36 chandelles. Cet article apparu dans la revue Music Hall, qui a été publié de 55 au milieu des années 60. Le seul titre de cette publication, Music Hall, témoigne bien de la manière dont le spectacle identifié comme music hall apparaît toujours dans l'après-guerre comme le médium emblématique du spectacle vivant. En 1946, le magazine communiste Regard rend ainsi compte de la place qu'occupe le music hall, une place paradoxale, dans le sens où il est encore très présent dans les esprits après 50 ans d'existence, nous dit-on, et un pic avec la forme revue dans l'entre-deux-guerres, dont subsistent encore le Casino de Paris, les Folies Bergères, l'ABC, et en même temps qu'il subit la concurrence d'autres formes médiatiques. Alors je vous lis quelques passages de cette citation. « Aujourd'hui, le music hall se meurt. Les salles populaires de la périphérie ont fait place à des cinémas. Bobino et l'Européen ont délaissé les variétés pour l'opérette. Les attractions trouvent refuge dans les cabarets.
dont quelques-uns, tels Tabarin et Lolido, donnent de courtes revues de music-hall, surtout riches de costumes somptueux et de jolies femmes. Mais les vedettes du tour de chant sont désormais lancées par la radio, surtout dans les émissions publiques, le disque, le cinéma, l'opérette et demain, à coup sûr, la télévision. Fin de citation. Ce texte de 1946 révèle... 49. Ah oui, c'est 49, c'est écrit, heureusement. La source, pardon, 49. Révèle combien le music-hall apparaît alors à l'intersection des différentes formes et lieux de spectacle avec lesquels il entretient des relations poreuses. Puisque, si l'on suit, certains de ces artistes peuvent aussi chanter dans des opérettes, et que ces attractions peuvent aussi prendre place dans des cabarets qui peuvent même aller jusqu'à l'intégrer en partie sous forme de courtes revues dites de music-hall. Et la même circulation conceptuelle et matérielle existe vis-à-vis des médias modernes, puisque les salles de cinéma peuvent se substituer à ce music-hall, et que la radio, le disque et bientôt la télévision représentent ces concurrents directs pour l'emploi des chanteurs. Dans ce contexte, le terme de music hall s'apparente en quelque sorte à une notion, au contour assez large, qui traverse tout le spectre des différentes modalités et structures théâtrales fondées sur l'exploitation systématique de numéros, de sketchs et d'autres formes brèves. Et c'est cette même capacité à rassembler sous sa bannière toutes les facettes de cet univers des scènes dites populaires qui en fait le référent idéal pour les médias techniques et industrialisés, radio, télévision, disques, jukebox, sans oublier bien sûr le cinéma. C'est-à-dire l'ensemble de tous ces médias qui se nourrissent depuis leur début du spectacle vivant pour en proposer une représentation secondaire, différée, reprise et reconfigurée sous une forme virtuelle pour un nouveau public situé dans un autre cadre spatial et temporel. Des médias qui, dans l'après-guerre, connaissent une période de redéfinition autour d'une forme de circulation intermédiale, stimulée par le développement de la télévision, certes, mais aussi par le marché du disque, suite à l'introduction des disques micro-sillons au tournant des années 50. D'ailleurs, le texte est de 49, et 49, c'est l'année d'introduction. De cette indétermination témoigne le titre du journal Music Hall, sur lequel je m'étais arrêté. Comme on le voit à gauche avec ce numéro de 56, il se présente dans un premier temps comme le seul magasin du cirque, de la chanson et des variétés. Trois catégories de types scéniques qui ne sont, soit dit en passant, pas situées au même niveau, et peuvent donc complètement se recouper, cirque, chanson, variété. Avant d'ajouter à son titre, comme à droite avec ce numéro de 1963, j'avais pris mes deux stars de référence pour moi des années 50-60 qui sont Dario Moreno et Dany Saval. Mais bon, ça n'a aucun rapport avec le sujet, c'est un scorie, c'est pour ça que vous avez ces deux visages. Donc je reprends, donc, on rajoute en 1963 au titre les mentions, vous voyez, de télé et de radio. Music hall, télé, radio. Nombre de publications spécialisées qui investissent alors le champ des médias sonores et visuels signalent la même instabilité. Ainsi, le périodique Radio, 1944, devient-il en 49 Radio-Télé, puis Télé-Radio ou Télé 60, Radio 60, les deux séparés sur la couverture, en 1957. Je rappelle aussi que l'ancêtre de Télérama s'appelait encore, à l'époque, Radio, Cinéma, Télévision. Donc ces reconfigurations constantes attestent de la mise en place d'un véritable écosystème médiatique, pour reprendre la formule de Pascal Goetschel, qui voit s'établir une sorte de continuum entre presse, cinéma, radio et disque. Je vous renvoie aussi aux travaux de Jérôme Guibert, qui a évoqué pour cette même période de l'après-guerre le processus de concentration industrielle qui s'opère autour de la production musicale et où la scène du music hall, comme il l'appelle, joue à l'évidence un rôle important. L'une des facettes de cette circulation entre médias consiste précisément dans le rôle qui joue la figure de l'animateur-producteur d'émissions de variété, qui glisse de la radio vers la télévision, et c'est ce phénomène que tient à saluer Music Hall, la revue, dans son article sur Jean Nohain. Nohain qui en est le modèle le plus connu, et à ce titre, la cible principale des critiques hostiles au type de variété post-radiophonique qu'il pratique. Ainsi, je le dis au passage, dans les années 60, le chroniqueur de la revue Combat, par exemple, qui critique régulièrement les variétés de manière négative, n'hésitera pas à forger, par exemple, le terme de nohennerie pour stigmatiser ce genre de variété dont Mariti Carpentier estimera, elle aussi, on l'a vu dans l'émission, elle dira qu'elle relève du bavardage. Mais ce n'est pas pour constater un changement des goûts ou d'ordre esthétique
que les pages de Music Hall, la revue, présentent un intérêt pour l'étude historique des perceptions des variétés à la télévision. Ce magazine accorde en effet une large place à diverses enquêtes. Enquêtes autour du rôle et des fonctions des émissions mettant en valeur la chanson et autres divertissements scéniques. L'une de ces enquêtes a été menée par Robert Thiel, qui a, dès les premiers numéros de la revue, alors ça c'était des images de Nohain, des images qui viennent du service photographique de l'INA, très belle collection d'images de... Bon, bref, donc là, vous voyez Nohain, l'émission avec les personnes sur scène, avec des jeux. Bon, cette présence du public sur la scène aussi, avec cet échantillon. Bon, c'est pas le sujet, mais voilà, des images de 36 chandelles. Donc je reviens à la revue Music Hall et à ses enquêtes. Celle de Robert Thiel, qui a, dès les premiers numéros de la revue, interrogé les principaux protagonistes des premières variétés de la télévision française. D'emblée, les réflexions se fondent sur une opposition entre deux dispositifs. D'un côté, on trouve les défenseurs de la diffusion directe de performances live, présentées devant un public, dans une salle de spectacle. C'est la position du réalisateur Roger Pradine, issu du Music Hall, et qui se revendique des pionniers ayant effectué, dès 1951, je le cite, des retransmissions depuis le Moulin Rouge ou l'Olympia, jetant ainsi les bases d'une émission basée sur ce concept qui s'appelait Reflet de Paris. Cet éloge de la diffusion en direct par Pradine contraste avec ce qu'il désigne clairement lui-même comme une mauvaise formule, à savoir, je le cite, le Music Hall en studio, ou même avec des figurants de circonstance. Fin de citation. De son point de vue, je cite encore, « Rien ne vaut la transmission avec toute une salle et son atmosphère authentique, c'est-à-dire l'ambiance du public, dit-il, que la télévision est à même de pouvoir capter et transmettre au public derrière le poste. » C'est bien cet objectif que visent les émissions comme 36 chandelles, qui étaient diffusées depuis la Gaieté Lyrique, ou La joie de vivre de l'animateur-producteur Jean Spade. Pour celui-ci, qui est également interrogé dans l'enquête de Thiel, dans le Music Hall, la télévision, je cite, n'est pas une concurrente pour le Music Hall. Elle lui amène au contraire une clientèle plus grande. Il développe ici cet argument en affirmant que l'Alhambra, à Paris, a largement augmenté sa notoriété grâce à l'émission La joie de vivre, qui est tournée dans ses murs. La télévision se doit pour Spade de transporter les divertissements de qualité des centres urbains vers les publics isolés et périphériques, c'est-à-dire le public, je cite, des petites bourgades. Non, ça c'était la suite sur l'Alhambra, voilà. Les petites bourgades qui ne connaissent que le cinéma et même celle des fermes isolées à qui, surtout quand la TV aura atteint les coins les plus reculés, nous devons nous efforcer d'apporter des spectacles comme Paris seulement peut les présenter. Fin de citation. Alors, loin d'être une préoccupation secondaire ou conjoncturelle, cette idée est absolument cruciale pour l'histoire des médias technologiques modernes. Je dirais même qu'elle en constitue l'un des fondements. Il faut en effet rappeler que le caractère télévisuel du dispositif cinématographique a été l'une des antiennes du discours d'Edison, lorsqu'il s'est agi pour lui de coupler son phonographe avec son kinétoscope. Permettre à tout le monde, et plus particulièrement aux familles les plus pauvres des coins reculés, disait-il, d'assister aux représentations d'opéra et d'autres spectacles réservés aux populations des grandes villes. Les divertissements de Music Hall y ont occupé une place centrale, comme en témoignent les premiers films tournés dès 1893 chez Edison, ou pour la séance fondatrice, que je place à chaque conférence, la séance fondatrice des frères Skladanowski, le 1er novembre 1895, dans un important Music Hall de Berlin, le Wintergarten. La première projection publique, payante, etc. Il s'agissait alors de proposer, comme le rappelle cette publicité, vous voyez, il y avait un nombre de numéros de Music Hall. Je ne veux pas accéder au micro, je n'ai pas besoin d'accéder au micro. Voilà, voilà, on y est. L'objectif était, comme le dit cette publicité, de proposer ein volles Varieté-Programm in 15 Minuten. Un programme complet de variété en 15 minutes. À la base du dispositif cinématographique, il y a bien une même fonction de montrer une image life-size, grandeur nature, d'une performance chorégraphique et musicale, comme le promet cette affiche pour les projections Vitoscope d'Edison. On la retrouvera, cette fonction, j'ai coupé pour avancer et tenir les 25 minutes, lors du tournant vers le film sonore en 1926, lorsque Will Hayes,
le fameux Hayes, spécifie que le nouveau système Vitaphone a pour but de diffuser les concerts des town halls vers les petits hameaux. Alors évidemment, il y a une question, la légitimation a été évoquée dans la première communication de Jérôme. Effectivement, même l'industrie elle-même commence toujours par parler du classique, du symphonique. Mais dans la réalité de ce qu'on voit, c'est la même chose avec Edison, avec son opéra, ça. Mais à chaque fois, dans la réalité, si on reprend les Vitaphone Shorts, par exemple, on a majoritairement du vaudeville. Ce qui est important, le point commun, c'est le spectacle classieux des grandes villes. C'est ça le point commun entre opéra et vaudeville au music hall. Ne voyez pas dans le music hall le spectacle populaire bas de gamme. Hein. C'est vraiment, au contraire, un divertissement urbain chic quelque part. N'oubliez pas ça, hein. Des trucs. L'Olympia, c'était une salle réservée aux gens, réservée les prix d'entrée. Alors il y a d'autres musicals, il y a d'autres cabarets, il y a toute une diversité des salles. Mais l'Olympia, c'était réservé aux gens très riches et à une clientèle internationale et très aisée. Hein, par exemple. Donc il faut. Alors, complètement. Donc, je rappelle donc ce paradigme, là j'ai fait une petite digression, mais important à rappeler. Les premières expérimentations de télévision ont de même mis l'accent sur la captation du spectacle vivant. Artistes d'une troupe ambulante à New York en 1930, ballerines et chanteurs à Paris en 1936, ou encore en 1937 les programmes de radiovision en PTT au studio de la rue de Grenelle, qui mettaient là encore en vedette le spectacle dit populaire. Bon, j'avance un peu. Plus près de la période qui nous intéresse, Regard met toujours en évidence combien le petit écran peut désormais permettre aux privilégiés ayant un poste, à l'instar de cette femme que vous voyez à gauche, cette femme élégante, d'entrer en communion participative avec les artistes qui s'installent dans son foyer. Cette image du public, dont la théoricienne des médias Jane Foyer a montré combien elle répondait à une mythologie classique du spectacle, traverse l'imaginaire publicitaire de la télévision, comme je vous montre avec quelques images, télévision au début des années 50 aux États-Unis. Cette mythologie de la participation, de la circulation entre spectateurs, spectatrices et ce qu'il y a dans l'image. Et puis en France, je vous montre cette annonce pour les postes Grammont. Si l'image montre la famille entière réunie pour assister à une représentation de ballet, c'est ce qu'on voit sur l'écran, si vous arrivez à voir, je ne suis pas sûr, représentation de ballet, le texte, lui, il élargit. Si vous lisez le texte, il élargit le spectre de ce qu'il désigne comme, je cite, les distractions du XXe siècle. Et sous cette appellation des distractions du XXe siècle, ce texte publicitaire associe les missions d'information et d'instruction de la télévision, actualité, dit-il, reportages, conférences, avec la possibilité de profiter, comme si vous y étiez, nous dit-il, ce texte, d'autres formes artistiques et médiatiques, comme le cinéma, le théâtre, et au même niveau que tout ça, une fois encore, le music hall. Un cinéma, théâtre, musique, hall. Alors, si on revient à l'affirmation de Spade, j'ai fait une petite dérive autour de ça, cette idée, si on revient à l'affirmation de Spade dans sa réponse à la grande enquête de la revue Music Hall sur les variétés, cette image très vague et générale du public, à l'abstraction toute promotionnelle, je dirais, devient beaucoup plus concrète puisque Spade identifie, on l'a vu, des types de populations beaucoup plus précis. Il établit une distinction entre les publics des villes et ceux des zones plus éloignées, villageoises, rurales, etc. Si l'on se penche sur le bilan que l'UNESCO a publié au cours de la même année 1955, même année que les débats, de l'expérience d'éducation populaire liée aux téléclubs, ces espaces de visionnage collectif installés dans les campagnes, on s'aperçoit que les émissions dites de variété figurent au premier plan des programmes les plus appréciés et les plus plébiscités. 78 à 92,5% de téléspectateurs, nous dit-on, donnent une très forte approbation au music hall, au cirque et à 36 chandelles. Donc Noah, une fois de plus. Pour expliquer ce triomphe de ce que le commentateur, enfin l'auteur du rapport appelle la pure distraction dans le supposé goût populaire, l'étude met en avant ses fonctions récréatives et de délassement dans la vie du travailleur. Là, j'ai essayé de vous résumer rapidement le cadre. Ainsi, parmi les gens qu'il cite, il nous cite un ouvrier qui dit « Aimer le music hall, je cite, « le music hall du mercredi parce qu'il rompt la fatigue dans le milieu de la semaine. » Selon le commentaire de l'expert, c'est le caractère alerte, dynamique, la diversité de ces émissions qui explique leur succès. Il dit « Elles sont vivantes parce que c'est varié, elles ont du rythme. » On reconnaît surtout la logique d'enchaînement des attractions qui est au cœur du modèle du music hall. C'est par ça que j'ai commencé. Je cite, « Les numéros sont courts, ils se succèdent rapidement, l'attention est sans cesse sollicitée par un objet nouveau, surprenant. » Cette perception est aussi celle
d'un autre intervenant au débat sur les variétés dans les pages de Music Hall, hein, toujours dans la même enquête, Pierre Tchernia, qui explique pour sa part que, je cite, « Le Music Hall est précis, vrai et direct. Il convient donc admirablement pour la TV. Son rythme, sa variété, la variété même, satisfont exactement la curiosité du téléspectateur pour des séquences courtes et fréquemment renouvelées. » Fin de citation. C'est tout le paradoxe des distractions modernes. Elles visent supposément à reposer l'esprit, tout en le stimulant par un excès de signes défilant à un tempo soutenu. On retrouve ici l'idée d'Adorno et d'Horkheimer, date des années 40, selon lesquels le rythme des loisirs de masse se calque sur celui du travail à la chaîne. On peut relever en tout cas que chaque époque perçoit ses productions culturelles comme de l'ordre de l'accélération par rapport à celles qui l'ont précédée. C'est parce que c'est de pire en pire, je pense. Mais bon. Mais la justification principale, dans l'étude d'UNESCO, j'y reviens, de l'attrait des variétés réside avant tout dans la présence des vedettes, dans la possibilité qui est donnée au public de les voir et de ne plus seulement les entendre, comme avec la radio. C'est ce que nous dit une autre participante à cette expérience des téléclubs. Voilà. Et d'ailleurs, le commentaire de l'expert dans ce rapport insiste sur ce point. Il dit « Les variétés donnent l'occasion de faire entrer les vedettes dans le quotidien et de les rendre sous un jour accessible, dit-il. Bon. Les variétés donnent l'occasion de faire entrer les vedettes dans le quotidien sous un jour accessible. C'est ça. Ce constat avalise donc non seulement toute la mythologie du divertissement, telle que l'a définie Jane Foyer, dont j'ai déjà parlé, mais il rejoint aussi pleinement la position, finalement, des SPAD et des Noins, qui sont les agents d'une industrie radio, ciné, télévisuelle en voie d'édification et de consolidation, et dont l'objectif explicite est bien de parvenir réellement à faire passer quelque chose d'intime, de personnel, de la vedette de variété vers son public élargi grâce à la diffusion à distance. Et là, c'est un point, d'ailleurs, que je ne peux pas développer dans cette communication, qui est basé sur un séminaire de 3 heures que j'avais donné il y a 2 ans dans le cadre du séminaire de Sébastien et de Guillaume. Je n'ai pas intégré cette dimension d'analyse, mais je dois le dire, les modes de réalisation des émissions de variété type 36 chandelles ou La joie de vivre abondent en procédés visuels qui rappellent exactement ceux des numéros des films musicaux hollywoodiens, qu'il s'agisse de l'organisation frontale des performances ou des diverses modalités d'adresse des artistes, vous savez, vers la caméra et vers un public diégétique qui sert de relais au regard du spectateur derrière la salle, derrière l'écran. Ça, c'est typiquement issu des modalités du cinématographique, on pourrait dire. Les placements des caméras, tels que nous les dévoilent d'innombrables images déposées au service photographique de l'INA, dévoilent très très bien ce souci d'offrir une vision du spectacle qui redéploie virtuellement celle d'un public qui se situerait à différents endroits de la salle. Si vous regardez les caméras, soit au milieu, au premier rang, en position surplombante, voilà, comme ici, ou alors carrément la caméra est tournée vers le public, un public qui serait mis en scène aussi dans ses réactions. Alors on voit toute l'importance dans ce contexte du dispositif spécifique de la salle elle-même. Chez Henri Spad, par exemple, cette salle, c'est bien celle d'un music hall, en l'occurrence l'Alhambra, qui dans ces années-là s'est transformée, la voici, s'est transformée en un espace plurimédiatique. Cette dimension n'est pas nouvelle. Je vous rappelle que dès les premières années du cinéma, des salles comme l'Olympia, le Grand Rex, le Casino de Paris ont proposé des spectacles hybrides et les films ont été très tôt intégrés au programme de music hall. Il y aurait vraiment une étude à mener sur les structures économiques de ces salles et sur les contrats, par exemple, d'exclusivité qu'elles ont pu signer, c'est le cas pour la directrice de l'Alhambra, avec la radio et la télévision pour la retransmission d'émissions populaires. Toute une convergence d'intérêts, visiblement, s'établit dans cette période et qui va visiblement aussi s'affaiblir, dans la mesure où on aboutira à la disparition, dans les années 70, de nombre de ces salles, comme l'Alhambra. Donc, dans les années 50, cette dimension intermédiale ne concerne pas seulement la télévision et le music hall, mais aussi la radio et la presse. Ces deux domaines étaient déjà liés à travers les photographies abondantes de pages dédiées aux vedettes radiophoniques dans les journaux spécialisés, des clichés qui offrent les pendants visuels des voix entendues sur les ondes. Avant que cette mission, je voudrais dire, de visualisation des corps chantants
soit assumée par la variété télévisée. Donc il y avait déjà des photos abondantes dans les journaux qui occupaient déjà cette mission, à mon avis. De cette forte circulation entre médias autour des spectacles musicaux live et virtuels témoignent aussi les annonces publiées dans les grands quotidiens comme France Soir, où l'on peut aisément constater combien les musiques populaires circulent alors constamment entre les cinémas, les music-halls, la radio et la télévision. Le passage de la radio à la télévision est signalé par exemple, ici, avec l'une des émissions de Henri Spade, voilà, qui s'appelle « Le théâtre de l'XYZ », qui est le double inversé de l'ABC scénique. D'ailleurs, de cette émission, qui a l'air extraordinaire, hein, Eddie Constantine, Edith Piaf, voilà, Aznavour... oui, cette émission dont il nous reste que ces magnifiques photos traînaient des magnifiques photos du service photographique de l'INA. Des photographies de tournage et promotionnelles. Cette presse spécialisée où on appréhende de concert radio, cinéma et télévision nous permet aussi de saisir l'existence de discours critiques déjà constitués, comme ceux de la critique. On revient sur ce débat sur la place des femmes. La critique Jeanne Arbois. Hein, Jeanne Arbois, voilà, elle participe à des émissions à la télé, des émissions réflexives, et c'est une figure, je le rappelle, hein, très importante, très investie dans les premiers débats autour de l'esthétique dite télévisuelle, à propos du théâtre filmé comme des variétés. Hein. Justement, les nuances des discours critiques, c'est pas parce que Arbois, elle a ce discours très de la spécificité. Vous voyez ce que je veux dire, un discours, il faut une expression, il ne faut pas le bavardage de Nohain, ce genre de discours, elle y souscrit, mais par exemple, on voit que son discours est plus élaboré que ça. Elle ne va pas plaider pour toute forme de montage et de découpage. Elle va par exemple dire, scandale dans ces variétés, il y a trop de gros plans, on filme trop les visages, on ne voit pas ce qui se passe à côté, on voit Edith Piaf son visage, on ne montre pas ce qu'elle fait avec ses mains, c'est un scandale, voilà. Donc elle voit bien aussi la particularité de chacun des types d'émissions. Le gros plan qui isole une partie du corps et qui empêche de voir les autres gestes exécutés au même moment par l'artiste, bah ça c'est un débat qui est classique dans le cadre des films musicaux, pardon d'y revenir, mais dès le milieu des années 30, Fred Astaire impose refus catégorique qu'il y ait des plans de détail sur certaines parties de son corps, il faut des plans d'ensemble. Bon, voilà. Les critiques d'Arbois pointent aussi le fameux bavardage, cette conception radiophonique qu'il conviendrait de bannir au profit du modèle structurel, voilà, elle le dit ici, du modèle structurel du music hall. Justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que le modèle du music hall, il peut succéder au modèle radiophonique d'une certaine manière ou à un certain type de bavardage radiophonique. Il conviendrait, voilà, dans l'enquête qui nous sert de fil conducteur à laquelle je reviens une dernière fois, on voit bien que les tenants, Nohain est un peu de côté, mais Spade, par exemple, qui fait le même type d'émission, bah, il insiste vraiment sur... il regrette lui aussi l'immobilisme regrettable, dit-il, de certaines émissions, qui est en contradiction avec l'essence rapide, à ses yeux, du rythme de la TV. Et pour lui, cet immobilisme, il découle moins du bavardage, il n'en parle pas, mais avant tout de problèmes techniques. Problèmes techniques qui seront réglés par des innovations sur le plan de la sensibilité des micros ou par le recours, dit-il, à des scènes tournantes. Ce que néglige, à mon avis, Spade, ce sont précisément les vertus des limitations techniques, je dirais. Parce que quand on regarde ces émissions aujourd'hui, c'est ça qui nous frappe. C'est ça le charme de ces émissions, d'une certaine manière. Certes, ces problèmes, alors à l'époque, ils sont repérés et ils font l'objet de lamentations si on dépouille les rapports techniques de l'ORTF. Hein, on nous dit Nohain, miracle, il a dépassé que de 15 à 20 minutes, vous voyez, ce genre de choses. Ou on nous dit est-ce qu'on arrivera à avoir des images en direct où les changements de plan ne sont pas séparés par des noirs, etc. Enfin, malheureusement, on voyait encore un micro sur la table du présentateur. Vous voyez, cette idéologie de l'invisibilisation ce que tu disais, c'est-à-dire montrer, c'est un geste brechtien, mais on voit bien que dans ce modèle, on épouse les normes du classicisme de la transparence, enfin, etc., etc. Donc ils sont passionnants, ces rapports techniques. Je saute cette partie, et donc je reviens à Spade pour conclure. Ouais, voilà, ces aléas du direct, ils font aujourd'hui, à mon avis, tout le prix des premières émissions de variété, qui montrent combien l'authenticité passe alors par un mode de production qui ne peut pas encore, à l'époque, se hisser au niveau des exigences de transparence et de fluidité, qui finiront bien par s'imposer, et qui donneront aussi, et c'est d'où peut-être ce charme contemporain dont je parle, qui donneront ce sentiment d'un certain côté lisse et timing, mais qui est le modèle d'efficacité qui vient justement qui vient du dispositif, en tout cas de cette image que serait le music hall. Bon, voilà. Le discours de Spade, il est aussi tout à fait nuancé sur cette supposée opposition entre deux grandes formules. Vous savez, le live depuis les salles de spectacle d'un côté, et puis de l'autre, la reconstitution au studio. Lui, il dit, c'est pas vrai, regardez ce que fait Margaritis.
Et effectivement, vous prenez Margaritis, faute de temps, j'en parle pas, mais on sait, c'est le parangon, notamment avec son émission Musical Parade, d'une approche qui parvient à concilier, je dirais, d'un côté une véritable connaissance du musical, je rappelle qu'il vient du musical, Margaritis, et de l'autre côté, avec justement conserver, par sa connaissance du musical, il conserve un petit public, par exemple, in situ. Il dit lui-même d'ailleurs dans l'enquête, il intervient également dans la même enquête, qui est donc incroyablement riche pour saisir quelque chose, et lui il dit justement, on a besoin de ce public pour l'ambiance, hein, bien sûr. Et puis de l'autre côté, il est très connu, Margaritis, bien sûr, pour toutes ces innovations techniques dont vient de parler notamment, nécessité de penser une articulation entre les changements de plan, depuis la régie, plus ou moins en direct selon les émissions, enfin il est très, voilà, cette idée de trouver une esthétique différente qu'une esthétique qui viendrait directement qui serait une sorte de captation pure, même si c'est très dangereux d'utiliser cette formule. Cette opinion, on la retrouve aussi chez Tchernia. Tchernia nous dit, tout à fait, les deux formules, studio et salle avec public, se complètent. Et là, il signale une nuance intéressante. Il nous dit, à l'émission publique convient le rire, au studio, l'ironie. Alors, je vous laisse développer ça dans la discussion. Il y aurait donc plus de distance de style et même de personnalité lorsque les variétés seraient constituées en studio. Et moins quand elles essayent de retrouver l'ambiance avec le public, les rires, cette présence plus chaude. Bon, voilà, au terme de ce premier aperçu, à partir de l'enquête de la revue Musical, on peut donc dire que si l'opposition entre studio et salle avec public est une distinction à l'évidence structurante dans les discours de l'époque, elle révèle sa véritable productivité, comme la plupart des notions théoriques d'ailleurs, par les interrogations et les nuances qu'elle suscite. Et donc je termine en vous montrant juste une sorte de petit panorama. Si on prend une source comme les images du service photographique et qu'on regarde les émissions de variété des années 50, toutes ces émissions qui essaient de reformuler le spectacle vivant à travers le modèle du musical, en fait, on découvre qu'il y a toute une série de formules qui ne peuvent pas être enfermées dans cette simple dichotomie entre salle réelle et espace scénique imaginaire ou réinventé. Donc je conclus rapidement. Donc vous avez certes ces émissions comme La joie de vivre, 36 chandelles ou Grand Orchestre, là, 52 avec Piaf, vous reconnaissez que c'est encore l'Alhambra, mais vous avez également le musical, le direct, pardon, des retransmissions, il ne faut pas que je regarde de feuilles, il faut que je commente ça. Vous voyez qu'il y a des émissions in situ dont Tchernia est le prototype, Moulin de la Galette en 52, Cave de Saint-Germain en 52, Cabaret de la Rose Rouge, 53, Cabaret Puerta del Sol, toujours Tchernia, hein, etc. Aux quatre coins de Paris s'appelle cette émission, vous voyez le Balaggio. Reflet de Paris, également le Café de l'Écluse. Reflet de Paris, le Parmillon d'Armenonville. Reflet de Paris, vous voyez qu'il y a encore Tchernia, l'Écluse. Reflet de Paris, vous voyez ici le Coucou, on voit qu'il y a une entrée. Il faudrait regarder ces émissions, comment elles sont structurées. Mais... Donc, vous voyez qu'il y a également des émissions de petit format, dans des cabarets, où on va in situ, on pourrait dire. Donc c'est quand même une variante de ce type d'éléments. Et puis vous avez effectivement les musicals parades, ces reconstitutions de musicals en studio, Margaritis au milieu là. Mais je vous en cite quelques exemples. Roof Garden en 50, Gay Paris en 51. Et puis le modèle du cabaret dans les titres. Cabaret dans le studio, 51. Cabaret Color, 52. Cabaret en 53. Cabaret d'un soir en 57. Cabaret du soir en 57. Encore Cabaret du soir. Encore Cabaret du soir. Du Cafcon son musical, 63. Et puis vous avez les médias, le modèle aussi des médias, dans ce mouvement que j'ai décrit au tout début de ma communication, vous avez le modèle, ceux de la radio en 51, ceux de la radio, Micro-Sillon, beaucoup d'émissions qui font, et il y aura Discorama plus tard, voilà. Et le téléphone, coup de fil, hein. Et puis dernier point, vraiment je termine sur ces images, cette idée d'in situ, et cette idée de faire venir les vedettes. Il faudrait voir aussi le mouvement inverse, des mouvements qui continuent à creuser ça, c'est-à-dire les fameuses émissions autour du canapé, Rendez-vous avec Aglaé, Rendez-vous avec Florence Véran, Rendez-vous avec Marcel Amont, avec des vedettes qui viennent à la télé mais sur un canapé, et puis, dernier modèle, l'inverse, on va chez les vedettes, chez Yves Montand en 55, chez Luis Mariano en 58, ou encore, et je termine, chez Aznavour en 60. Voilà, donc vous voyez toutes les variétés de formules qu'on pourrait faire émerger si on faisait un travail, et notamment à partir des archives du service photographique. Pardonnez-moi d'avoir vraiment beaucoup dépassé, je ne m'y attendais pas. Eh oui. Merci.